Mesdames et messieurs, il est 20h15, je déclare le conseil municipal ouvert. Nous allons commencer par l'appel nominal. Monsieur Colesso présent, Catherine Ribaille, Laurent Direz, Madame Allion a donné pouvoir à Madame Lorto, Fabrice Cassada, Emmanuel Abel, Philippe Arnaud, présent. Samira Awali, absente, Alexandre Bouzet, Présent. Isabelle Soulis a donné pouvoir à Fabrice Cassada, Béatrice Desrois, Présent. Georges Pambou, Présent. Virginia Riora a donné pouvoir à Catherine Ribaille, Philippe Berenguer, Présent. Karine Lorto, Anaïs Roy, Mathilde Justin a donné pouvoir à Monsieur Bouzet, Jean-Paul Algaron, Présent. Catherine Chevalier a donné pouvoir à Madame Romaniec, Philippe Tadjilzik, Présent. Michel Romaniec, Présent. Ahmed Saïd est excusé, son petit garçon est très malade, il est sur le chemin de l'hôpital. Pierrette Munier, Présent. Ali Bouchama a donné pouvoir à Madame Gillot, Fabienne Gillot, Présent. Grégory Ateba Présent. et Gaël Bouvier a donné pouvoir à Madame Meunier. Nous avons 18 présents et 7 pouvoirs. Nombre de votants, 25. Ok, je fais tourner la feuille de présence, vous voudrez bien la signer. Ne signez que dans la case signature. Alors on a un ordre du jour qui est assez riche, on va essayer d'avancer rapidement. Monsieur Casala s'est proposé comme secrétaire de séance, qui serait contre, qui s'abstiendrait. Ok. Point 3, approbation du PV du Conseil du 18 février 2022. Donc vous l'avez reçu en pièce annexe avec la convocation. Y a-t-il des remarques sur ce PV? Qui serait contre? Donc 5 contre, qui s'abstiendrait? Merci. Donc, je vais faire signer. Non, on arrête avec les qui seraient pour. Il n'y a qu'à chanter qu'on faisait ça, c'est terminé. Donc je fais tourner le PV, vous serez bien gentil pour ceux qui étaient présents au conseil municipal précédent de signer la case à votre nom. On avance dans l'ordre du jour avec 2 délibérations qui concernent... Oui. Avant de commencer, je peux dire 2 mots. C'est au sujet de la note de synthèse. Oui, je vous écoute. C'est pas la peine de nous mettre une note de synthèse comme ça. Elle reprend systématiquement les délibérations. Donc il y a des règles pour les notes de synthèse. Je pense qu'il faudra envoyer l'agent en formation parce que franchement, on n'a aucune explication, aucun élément sur les points. Donc c'est souvent d'ailleurs pour ça qu'on vote contre. Nous, on n'a pas de moyen de se faire une idée. Donc voilà, telle qu'elle est, c'est pas la peine de la mettre, on a les délibérés. Alors, au lieu d'envoyer l'agent en formation, je vous enverrai la jurisprudence qui est constante, qui dit que la note de synthèse peut se limiter à la reproduction des projets de délibération. Donc, je vous l'embêterai au courrier demain. Donc, on avance avec 2 délibérations qui concernent la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire. La première concerne une modification des statuts qui vise à élargir la compétence assez large déjà de Marne-et-Gondoire en matière de gestion de l'eau à la maîtrise des eaux pluviales et du ruissellement, également appelée lutte contre l'érosion des sols. Donc ça, c'est une compétence nouvelle qui ne donne pas lieu à transfert de charge. Donc et ça fait partie des délibérations qui doivent malgré tout être passées dans les conseils municipaux des différentes communes membres. Donc qui serait contre cette délibération? Qui s'abstiendrait? Merci. Deuxième délibération concernant la CAMG, l'approbation du rapport de la CLECT. Alors la CLECT, c'est la Commission d'évaluation des transports de charge. C'est ce qui permet de déterminer l'attribution de compensation versée par l'agglomération à chaque commune membre. Cette attribution de compensation est la différence entre la valeur des charges transférées et la valeur de la fiscalité collectée, enfin plutôt dans l'autre sens,
la fiscalité collectée par l'agglomération sur le territoire de la commune. Lorsque de nouvelles charges sont transférées, bien évidemment, le montant d'attribution de compensation doit être recalculé. Donc là, c'est une délibération, c'est un rapport de charges qui ne concerne pas Champloo-Rambry. Pour nous, il n'y a pas de nouvelles charges transférées. Ça concerne plusieurs autres communes de l'agglo. Malgré tout, comme nous sommes intéressés aux finances de Marne-et-Gondoire et que nous siégeons à la CLEC, chaque commune membre doit malgré tout se prononcer sur le rapport. Le rapport de la CLEC, vous l'avez reçu en pièce jointe, donc vous avez eu le temps d'étudier. Donc nous mettons à l'approbation du Conseil le rapport de charge de la CLEC du 17 janvier 2022. Qui serait contre l'approbation de ce rapport? Qui s'abstiendrait? Merci. Nous passons maintenant à deux délibérations d'urbanisme, grande classique du Conseil municipal, les décisions de non-préemption urbaine. Donc vous avez reçu en pièce jointe, en élément complémentaire, les déclarations d'intention d'aliéner. Donc il s'agit de deux parcelles dont la valeur de transaction dépasse 500 000 € et qui donc nécessite l'approbation du conseil municipal. Donc la délibération porte sur des non-préemptions. Donc on va commencer par la référence cadastrale A7 pour une déclaration d'intention d'aliéner 2206, donc qui serait contre la non-préemption. Qui s'abstiendrait? Merci. Même chose, mais pour la référence cadastrale B375, qui est l'objet de la DIA 2207, qui serait contre l'approbation de cette décision de non-préemption. Qui s'abstiendrait? Merci. Nous passons maintenant aux délibérations en rapport aux ressources humaines. Première délibération, la création d'un comité social territorial. Alors ça, c'est une évolution de la législation. Ceux qui s'intéressent au droit social et aux relations employeur-employé savent qu'il y a deux instances importantes qui organisent le dialogue social à l'intérieur entre les employeurs et les employés. C'était l'ECT, qui en gros s'occupait des fiches de poste et de la nature de l'emploi des agents, et le CHSCT qui abordait les questions d'hygiène, de sécurité. Dans un but de simplification, l'État a décidé de réunir les deux en une seule instance qui s'appelle le Comité social territorial, CST. Donc il s'agit aujourd'hui, par délibération, de prendre acte de la création d'un CST à Champloo-Rambry. Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Merci. Deuxièmement, recrutement de contrats parcours compétences. Donc il s'agit de contrats aidés, qui sont forcément intéressants du point de vue de l'employeur, et nous nous proposons d'avoir recours à ce type de contrat. Alors là, du coup, il y a une belle note explicative. Pour des agents d'animation et aussi dans les fonctions d'agents administratifs. Vous savez, sur la délibération, donc le service auquel seraient rattachés ces PEC, ainsi que le volume horaire que l'on envisage d'allouer à ce type de contrat aidé. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur Ateba. Les actions envisagées, vous parlez effectivement du recrutement, vous parlez beaucoup de recrutement chez les animateurs. Moi, la question que je me pose, savoir le nombre d'animateurs qu'il y a sur Champloo, le nombre de diplômés, de stagiaires par rapport parce que les personnes que vous allez prendre dans l'animation 20 heures hebdomadaires ou 30 heures hebdomadaires sont, je présume, des personnes non qualifiées. Donc quel est le pourcentage Pas forcément. Alors ça, typiquement, c'est une question qui est difficile, à laquelle il est difficile de répondre comme ça à la volée. Si vous voulez, je vous répondrai par email sur le détail exactement de la qualification des animateurs de la commune. Le PEC, ça ne vise pas à remplacer tous les agents d'animation. On vient de recruter, je crois, un BPGEPS. Donc il n'y a pas du tout la volonté de déqualifier nos agents d'animation, au contraire. C'est pas sur ça que je juste par rapport à la réglementation du nombre de pourcentage de diplômés, de stagiaires, de non diplômés. Donc par rapport à ça... Vous pouvez faire tout à fait confiance à notre directeur de l'enfance pour rester dans les cadres de la loi. Sur les CV qu'on a reçus pour le PEC, on n'a que des diplômés. Oui, alors M. Cassada me dit, je vous passe le micro. Non, tout simplement, sur les CV qu'on a reçus pour ces emplois PEC, on n'a que des diplômés, BAFA ou BAFD pour l'instant en tout cas. Et du coup, dans le recrutement des 20 heures hebdomadaires ou 30 heures hebdomadaires,
On s'interroge sur une forme de précarité par rapport à ce type de recrutement. Je sais que c'est compliqué, hein, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais c'est quand même une forme de précarité. Donc vous dites qu'il y a des diplômés, j'entends bien. Voilà, c'est un peu complexe vu la situation actuelle, c'est tout. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça permet à des personnes de retrouver le chemin de l'emploi, donc c'est une bonne chose. Et puis jusqu'à présent, je crois qu'on a eu du succès dans le recrutement. Enfin, il y a déjà pas mal de demandes d'emploi. Ça a l'air d'être un dispositif, en tout cas, qui trouve aussi un preneur chez les demandeurs d'emploi. Donc c'est gagnant-gagnant. Et il n'y en a pas dans les services techniques On n'a pas, comme vous l'avez vu sur la délibération, ça concerne animation et services administratifs. Mais vous ne voulez pas en faire dans les services techniques? Aujourd'hui, non, il n'y a pas matière, peut-être un jour. Juste ce qui est intéressant, c'est de connaître le pourcentage des diplômés et des non-diplômés. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est une question à laquelle on peut répondre par ailleurs. Vous notez, M. Cassada. Merci. Qui serait contre cette délibération visant au recrutement de contrats de type PEC? 5 contre. Qui s'abstiendrait? Merci. Alors, il y a ensuite une délibération qui ne donne pas lieu à un vote, mais qui concerne un débat. Alors, ça arrive, parfois on nous demande de tenir des débats dans le cadre de l'instance de décision. C'est un débat portant sur les garanties accordées en matière de protection sociale complémentaire. Vous le savez peut-être, le régime public est en train de s'aligner sur le régime du privé en cette matière, ce qui fait qu'à terme, jusqu'en 2025, il faudra souscrire une mutuelle complémentaire pour les agents du public. Alors ça pose tout un tas de problèmes pratiques, c'est pour ça que le dispositif n'est pas en place immédiatement, et pour résoudre un petit peu les contradictions ou les difficultés qu'il pourrait y avoir à mettre en place ce dispositif, eh bien, il est demandé d'organiser un débat. Le débat commence au sein de ce conseil municipal. Je vais vous lire la délibération. On ne va pas faire un débat en sens où ça ne peut pas être des questions-réponses, puisque de toute façon, il n'y aura pas de réponse aux questions. En revanche, on est prêt à prendre toutes les remarques et à les consigner par écrit. Comme ça permettra d'alimenter le débat, c'est le cas, et puis d'avoir une trace écrite un petit peu des positions de chacun pour lorsqu'on avancera dans le choix d'une protection complémentaire, et bien de le faire de manière la plus éclairée possible. D'accord? Donc je vais vous lire la délibération, et puis s'il y a des remarques ou des attentes ou des suggestions, eh bien vous êtes les bienvenus pour les formuler. L'article 22 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983, introduit par la loi numéro 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, qui a ouvert la possibilité aux employeurs de contribuer à titre facultatif au financement des garanties de protection sociale et de personnel. Ce principe était décliné dans les 3 fonctions publiques selon des modalités différentes. Et pour la fonction publique territoriale, celle qui nous concerne, c'est le décret du 8 novembre 2011 qui a fixé le cadre réglementaire. La présente note a pour objet d'ouvrir le débat en présentant les conditions actuelles de participation, le nouveau cadre juridique, ainsi que les enjeux de la protection sociale complémentaire en matière de qualité de vie au travail. Les enjeux de la protection sociale complémentaire. La protection sociale complémentaire s'inscrit dans la stratégie de gestion des ressources humaines et participe à une politique de prévention menée par la ville depuis des années, afin de prévenir les situations précaires auxquelles les agents peuvent être confrontés au cours de leur carrière. La protection sociale complémentaire permet aux agents d'éviter le renoncement aux soins, en sachant que la majorité des agents appartiennent à la catégorie C et sont exposés à des risques d'usure professionnelle. De faciliter le retour à l'activité et de limiter les coûts directs, comme le remplacement, et indirects, la surcharge de travail pour les agents restants, liés à l'absentéisme. De compenser des baisses de revenus en cas d'absentéisme long, et prévenir ainsi des situations dégradées et précaires financièrement. Elle constitue un levier important de l'amélioration de la qualité de vie au travail en favorisant la reconnaissance des agents et en développant un sentiment d'appartenance à la collectivité. La protection sociale demeure un avantage social, levier attractif pour attirer les candidats et retenir les agents. Le cadre actuel de la participation de l'employeur à Chanteloup-en-Brie. La protection sociale complémentaire comprend 2 volets. La santé et la prévoyance. À ce jour, la collectivité de Chanteloup-en-Brie ne participe pas à la protection sociale complémentaire des agents. 3e point, le nouveau cadre spécifique à la fonction publique territoriale.
L'obligation de participation. Selon l'ordonnance du 17 février 2021, les employeurs publics territoriaux devront participer obligatoirement aux risques santé, maladie, maternité et accident. Les collectivités sont tenues de participer au financement des garanties de protection sociale complémentaires nécessaires à la couverture des garanties minimales définies par l'article L911-7 du Code de la sécurité sociale. La couverture minimale comprend la prise en charge totale ou partielle des dépenses suivantes. La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de sécurité sociale, prévu à l'article L160-13 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires. Le forfait journalier, prévu à l'article L174-4. Les frais exposés en sus des tarifs de responsabilité pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement. La participation ne pourra être inférieure à 50% d'un montant de référence qui sera fixé par décret et applicable à compter du 1er janvier 2026. Donc, vous voyez, il y a encore des éléments financiers qui sont inconnus à ce jour. Risque prévoyance. Les employeurs publics territoriaux devront participer obligatoirement au financement à hauteur d'au moins 20% des garanties de protection sociale complémentaire d'un montant de référence fixé par décret pour le risque prévoyance à compter du 1er janvier 2025. Lorsqu'une convention de participation est en cours au 1er janvier 2022, les dispositions de l'ordonnance seront applicables à l'employeur public qui l'a conclue à compter du terme de cette convention. Les dispositifs. Les employeurs disposent de plusieurs voies pour mettre en place le dispositif. Conclure une convention de participation avec un organisme de protection à l'issue d'une procédure de mise en concurrence des offres avec les mutuelles et unions, les institutions de prévoyance et les entreprises d'assurance. Participer directement au financement sur la base d'un contrat labellisé souscrit par l'agent. Adhérer aux conventions de participation souscrites par les centres de gestion. Les collectivités ont la possibilité, dans le cadre d'un accord collectif ou majoritaire, avec les représentants du personnel, de souscrire à un contrat collectif de protection complémentaire pour la couverture de tout ou partie des risques en matière de santé et de rendre l'adhésion des agents obligatoire en précisant les cas dans lesquels certains agents pourront être dispensés de cette obligation. Calendrier de mise en œuvre. Attente du décret d'application avec les montants de référence de participation des employeurs et garanties minimales en prévoyance. Date d'effet de l'ordonnance, 1er janvier 2022. Début des discussions avec les organisations syndicales, juin 2023. Donc vous voyez que le débat que nous aurons peut-être ce soir est bien en avance sur le calendrier. Décision concernant le dispositif choisi en décembre 2023. Obligation de mise en œuvre d'une participation en prévoyance au 1er janvier 2025 et une obligation de mise en œuvre d'une participation obligatoire en santé au 1er janvier 2026. Voilà. Donc ça c'est le texte minimal qui constitue le débat sur la protection complémentaire. Certains d'entre vous auraient-ils des remarques ou des suggestions ou des expériences peut-être à partager pour alimenter le débat? S'il n'y en a pas, on prend acte que le débat s'est tenu. De toute façon, c'est un sujet, vous l'avez vu, qui va nous intéresser jusqu'en 2026. Donc il y aura très certainement l'occasion d'y revenir. Voilà pour les délibérations concernant les ressources humaines. Nous passons maintenant au point 11 de l'ordre du jour. Avenant numéro 3 à la convention de fonctionnement entre l'association Crescendo et la commune pour le multi-accueil. Donc vous savez que la convention qui lie la commune à l'association Crescendo, donc qui exploite les crayons de couleur, stipule qu'un avenant est signé chaque année qui détermine la subvention d'équilibre que la commune lui verse. C'est donc l'avenant numéro 3, puisque le contrat a été renouvelé en fin 2019, avant que nous prenions nos fonctions. La première subvention d'équilibre qui avait été demandée sous l'empire de cette convention était de l'ordre de 147 000 de mémoire. C'est quand même une somme conséquente. C'est pourquoi l'année dernière, nous avions demandé à Crescendo de caper leur subvention d'équilibre à 120 000 €. Donc ils avaient construit un budget prévisionnel sur cette base. Et cette année, ils nous demandent 112 000 €. Donc c'est ce qui ressort de leur situation financière et du budget 2022 qu'ils ont constitué.
Je voudrais juste dire qu'elle n'était jamais du même montant, puisque c'était fonction de leurs dépenses et des Tout à fait, tout à fait. 140 000, ça a été une fois, après elle a été 210 000 une fois, enfin, elle a varié là. Oui, on est bien d'accord. Et le sens de notre démarche l'année dernière de caper la subvention, c'était de sortir de cette, au moins pour l'année 2021, qui était une année compliquée d'un point de vue budgétaire, de sortir de cet aléa, puisqu'on ne savait pas, comme vous le dites très bien, si la subvention d'équilibre serait de 100 000 ou de 150 000 euros. Pour une commune qui est quand même fragile d'un point de vue financier, en plus compte tenu du contexte qui était compliqué, il nous avait semblé sain d'exiger de ce prestataire, vu que c'est quand même un poste de dépenses très important pour la commune, hein, l'un des postes principaux, de nous donner une visibilité budgétaire. C'est ce qu'ils avaient fait d'ailleurs de bonne grâce. Donc, qui serait contre cette subvention d'équilibre à crescendo pour le montant stipulé dans la délibération? Nous sommes en train de mettre la délibération au vote. Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Alors, vous êtes contre 5 contre? Très bien. Qui s'abstiendrait? Merci. Deuxième délibération, toujours relative à la halte garderie, au multi-accueil. Donc, comme je dis en introduction, la convention a été renouvelée pour 3 ans en décembre 2019. Ça signifie qu'elle s'achève en décembre de cette année. Après en avoir beaucoup discuté en bureau municipal, eh bien, nous sommes arrivés à la conclusion que le modèle, alors on peut appeler ça crèche, halte garderie, les mots ne sont pas si importants, ne convient plus à l'évolution ni de la ville d'un point de vue démographique, ni aux besoins des parents, ni d'ailleurs à ce que l'on souhaite faire d'un point de vue financier. C'est pourquoi nous décidons si vous en êtes d'accord, de ne pas renouveler en fin d'année le contrat tel qu'il existe. Ça ne veut pas dire qu'on met forcément fin à notre relation avec Crescendo, mais nous leur avons demandé de travailler sur un nouveau modèle, avec peut-être un nouveau modèle financier, un nouveau modèle de service. C'est eux qui détermineront ce qu'ils sont prêts à nous proposer. Et comme il y a maintenant sur Chanteloup d'autres opérateurs de crèches, eh bien, nous avons élargi la consultation à tous les opérateurs de crèches qui sont présents sur la commune. Il y a une crèche privée, je vous donne la parole après, dans le Gacé, et puis il y a aussi maintenant Jardin des Merveilles qui s'est installé à Chanteloup-en-Brie. Donc nous allons bientôt consulter officiellement ces 3 entités. Nous allons leur demander de nous faire des propositions et nous verrons bien avec qui et dans quelles conditions nous signerons une nouvelle convention pour l'exploitation des crayons de couleur. Monsieur Ateba, vous vouliez prendre la parole. Quels sont vos objectifs du coup pour le non-renouvellement Enfin, vous ne voulez pas renouveler, donc quels sont vos objectifs pour le transfert et les motivations? Qu'est-ce qui motive politiquement peut-être ou sociologiquement cette décision? Alors c'est ni politique ni sociologique, l'idée c'est d'en avoir plus pour son argent, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer un format qui financièrement est équivalent à ce que Crescendo nous coûte aujourd'hui, mais avec une meilleure qualité de service, notamment les plages horaires pour l'accueil des enfants, parce que c'est quelque chose, une demande qui est assez récurrente, ou à service égal, des prestations moins coûteuses. Donc on verra on laisse libre les prestataires de nous faire les propositions qui leur semblent les plus judicieuses, y compris d'ailleurs la possibilité de faire plusieurs propositions. On peut imaginer que chacun nous propose un modèle financier adapté sur l'existant et puis une proposition sur un modèle élargi. Et du coup, de la halte garderie, je me trompe peut-être, mais vous partiriez peut-être plus sur une crèche Alors c'est comme ça que je voyais les choses. Vous vous rappelez, dans un conseil municipal précédent, vous m'aviez repris en disant ce n'est pas une crèche, c'est une halte garderie. Donc moi j'ai écrit Crescendo en les appelant halte garderie. Ils m'ont dit non, attention, on n'est pas une halte garderie, on est une crèche. Donc c'est pas tellement une question de mots. En tout cas, l'idée, c'est de sortir de ce modèle qui est un petit peu élitiste, puisqu'aujourd'hui, on est bien d'accord, hein, les parents qui mettent leurs enfants au crayon de couleur, c'est des parents qui n'ont pas besoin de beaucoup d'accueil pour leurs enfants. Les enfants sont accueillis très tard le matin, ils doivent être récupérés tôt l'après-midi, donc ça ne convient pas à tous les salariés. Or, la sociologie de Chanteloup évolue, nous avons des gens modestes, des gens qui travaillent loin, et qui ont aussi besoin d'une solution pour l'accueil de leurs enfants. Donc c'est pourquoi nous, notre axe principal, c'est l'élargissement des horaires. Maintenant, si financièrement ça passe pas, on verra quel autre type de modèle on peut imaginer. Mais ça, c'est un axe important dans notre réflexion. Vous connaissez le coût d'un lit de crèche? Bon, on va bientôt le connaître.
on va bientôt le connaître, puisque... Quand on a fait la halte garderie, c'est pour ça qu'on n'a pas fait de crèche, c'était 12 000 € le lit. On a été sollicité, hein, il y avait plein de sociétés qui nous sollicitaient pour faire une crèche. Mais nous, on devait investir dans chaque lit 12 000. Alors, d'une manière générale, Mme Munier, quand on fait des choses, c'est pas pour contester ce que vous avez fait il y a 6, 9 ans ou 12 ans. Hein. Les choses évoluent et il nous semblait judicieux maintenant de sortir du statu quo et de refaire un round de consultation pour voir s'il n'y a pas moyen d'en avoir plus pour notre argent au service des concitoyens. On verra bien. Et encore une fois, Crescendo est encore dans la course. Hein. Ils peuvent, si le modèle qui ressort, si le modèle présent est le plus vertueux, il sera conservé. Mais en tout cas, nous ne voulons pas nous réengager en aveugle sur le modèle existant. Beaucoup d'associations, de sociétés venaient nous trouver, mais il fallait que nous, on investisse dans les lignes. Ils ne faisaient pas, ils géraient, mais ils ne faisaient pas l'installation des lignes. Je ne dis pas le contraire, Mme Munier, mais vous parlez au passé. Justement, d'ailleurs, nous nous intéressons à l'avenir et nous ouvrons une consultation. Monsieur Ateba. Moi j'ai une question sur, du coup, dans les propositions éventuelles des trois éventuellement candidats, hein, sur les travaux à faire, qu'il y aurait à faire au niveau de l'accueil des lits, des transformations, je présume que c'est à la charge de la ville ou à la charge de l'association. C'est un point important et ça fait exactement partie de la consultation. C'est-à-dire qu'on regardera l'ensemble des prestations. Le bâtiment appartient à la ville. Pardon ? Le bâtiment appartient à la ville. Maintenant, il est tout à fait envisageable qu'un prestataire se propose de faire des aménagements intérieurs dans le bâtiment. Ça se négocie de gré à gré. Et nous prendrons le mieux disant. Alors, c'est un appel d'offres de toute façon. C'est pas un appel d'offres, c'est une consultation. C'est pas ce qui est écrit dans... Moi, dernier point, pour moi, juste une question pratique. Bon, nous, renouvellement, on l'entend, mais la ville est-elle satisfaite aujourd'hui de la prestation de Crescendo? C'est juste une question... Aujourd'hui, la ville trouve que la prestation est onéreuse pour le service rendu. Ça, c'est le point de départ de la discussion. Et la consultation nous permettra de dire si ce ressenti est correct ou pas, hein, on verra très bien. Et s'il est possible, encore une fois, d'en avoir plus pour son argent. Les utilisateurs ont été informés? Les utilisateurs, de toute façon, n'auront pas de rupture de service, quelle que soit l'option. Parce que la halte garderie allait fermer. Elle ne va pas fermer. Non, elle ne va pas fermer. C'est pour ça que nous avons cette discussion bien en avant, puisque nous sommes en avril et que le contrat va jusqu'à fin décembre. Et Crescendo est bien entendu informé de notre démarche, ça fait déjà plusieurs semaines. D'autres questions? Alors, qui serait contre cette délibération de non-renouvellement? 5 contre, qui s'abstiendrait? Merci. Point 14, marché de restauration. Donc le marché de fourniture de la restauration, alors scolaire mais pas que, arrive à expiration. Il convient donc d'ouvrir un nouveau marché. Alors je vous rappelle que les marchés sont administrés par Marne-et-Gondoire, c'est-à-dire que ça c'est vraiment un service mutualisé qui est très appréciable comme une commune comme la nôtre. Nous émettons des besoins et ce sont les services de l'agglo qui mettent en forme, qui se chargent de l'ouverture des plis, etc. Donc tout le formalisme qui peut être très lourd en matière d'appel d'offres et de marché est porté par l'agglomération. Donc là, il s'agit de m'autoriser à ouvrir la procédure pour la passation et la signature d'un marché public et accord cadre de fourniture courante et de services concernant la restauration. Madame Munier, vous siégez à la CAO, donc bien évidemment, vous serez associé aux différentes étapes de cette procédure. Y a-t-il des questions? Il s'agit de m'autoriser à ouvrir, hein, d'accord, c'est pas on ne choisit pas le prestataire ce soir. Non? Qui serait contre? Donc vous ne voulez pas que j'ouvre un nouveau marché, donc on attend qu'il expire et après on ne mange plus rien. Non, mais il manque des éléments, donc c'est juste... Ce que vous allez proposer, le nombre de repas, tout ça. Ah
bah non, aujourd'hui on ne sait pas, hein, c'est le principe de l'appel d'offres, hein, c'est qu'on attend les offres. Enfin, vous savez aujourd'hui le nombre de repas qu'on a. Attendez, parlez pas tous en même temps. Alors, vous savez aujourd'hui le nombre de repas qu'on a, ce qu'on fait, quelles sont les attentes de la commune, notamment pour l'appel du marché, le nouveau marché, sur les exigences de la commune. D'accord, je vois le sens de votre question. Ça Voilà. encore, ça fera l'objet des discussions en commission des appels d'offres. Il y a une direction qu'on a souhaité ajouter par rapport à l'existant, parce que le nombre de repas, les prix, le nombre de repas, ça dépend des enfants, le prix, ça va dépendre des offres que l'on reçoit. La qualité, on n'a pas tellement de marge de manœuvre parce qu'on n'est pas un grand client en fait pour les prestataires. En revanche, on a essayé dans ce marché d'introduire des éléments plus qualitatifs en matière de recyclage, notamment que les produits livrés soient plus facilement compostables en cas de non-consommation. Et on a aussi insisté beaucoup sur la chaîne du froid. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un système un peu déclaratif, des températures, des heures de livraison, et on a demandé aux prestataires, s'ils sont capables de le faire, tous ne savent pas le faire, mais certains le savent, d'utiliser des réfrigérateurs, des armoires numériques qui enregistrent la température en permanence, ce qui permet d'avoir une traçabilité meilleure et d'éviter les ruptures de la chaîne du froid. Voilà, ça c'est les deux éléments, on va dire, vertueux ou qualitatifs qu'on a introduits dans le marché qui n'existaient pas dans le marché précédent. Encore une fois, ça fera l'objet d'informations régulières. Vous vous êtes prononcé, hein, c'est ça, contre cette délibération. Qui s'abstiendrait? Merci. Point 14, approbation des actions inscrites au fonds d'aménagement communal. Vous vous souvenez, en fin d'année dernière, vous m'avez autorisé à candidater auprès du département pour un fonds d'aménagement communal. Donc c'est un fonds qui permet aux communes de notre strate de se voir financer 40% de 3 projets dans une enveloppe maximale. Notre candidature a été retenue, donc je suis très ravi de vous l'annoncer ce soir. Il s'agit maintenant de passer une délibération pour arrêter les projets que nous soumettrons au département dans le cadre de ce fonds. Une fois cette délibération votée, eh bien, les projets seront, les éléments techniques des projets seront soumis au département et nous pourrons avancer. Donc les 3 projets que nous vous soumettons sont les suivants. L'extension du cimetière, l'aménagement de l'annexe de la mairie, alors pas la partie intérieure que nous réalisons en régie, mais toute la partie extérieure, qui va permettre aux personnes à mobilité réduite d'accéder aux services, et puis la création d'une extension dans la petite cour qui est derrière l'espace Jean Moulin pour y mettre un accueil et une borne informatique pour permettre aux personnes qui sont éloignées des ressources informatiques de pouvoir effectuer toute la démarche, ainsi que des toilettes aux normes PMR. Et la réfection de la cour et du préau de l'école primaire. Donc ça, c'est une demande qui avait été formulée à plusieurs reprises dans le cadre des conseils d'école. Donc il s'agit de revoir la planimétrie de la cour du Loupio, d'améliorer les cheminements PMR à l'intérieur de cette même cour et de doubler la taille du préau pour permettre l'exercice d'une partie du programme d'éducation physique sous le préau. Donc, quand vous regardez les montants des subventions demandées, vous voyez qu'on arrive à un total de 186 000 €, alors qu'on a le droit à 300 000. Alors certes, Chanteloup, le département était prêt à subventionner Chanteloup à hauteur de 300 000 €. Il faut faire très attention, lorsqu'on est une commune fragile financièrement, de ne pas tomber dans le piège de la subvention. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on vous donne la subvention qu'il faut forcément s'engager, puisqu'il ne faut pas oublier que tout n'est pas subventionné et qu'il faut être capable de financer le reste à charge. Donc nous mettons un point d'honneur à ne pas engager la commune dans des projets dont elle n'a pas les moyens. Donc c'est pourquoi nous voyons nos ambitions à la baisse. En tout cas, nous lançons des projets qui sont à notre portée et bien oui, nous n'utiliserons qu'un peu plus de la moitié de l'enveloppe que le département nous proposait. Donc qui serait contre ce programme d'action? Qui s'abstiendrait? Merci. Point 15, redevance pour occupation du domaine public par les réseaux de télécom. Vous vous souvenez, il y a
au moins 3-4 ans, Chanteloup-en-Brie est monté dans le réseau cuivre. On ne parle pas de la fibre du tout, hein. Et à cette occasion, une armoire et des chambres ont été créées. Et bien, cette armoire et ces chambres donnent lieu à redevance que l'on n'a jamais perçue jusqu'à présent. Et c'est l'humain numérique. Alors, on a la chance d'avoir un élu qui y siège et qui est très vigilant à ce que les intérêts de la commune y soient défendus. Nous rappelle que nous pouvons exiger de leur part des redevances pour l'occupation des chambres et puis l'installation des armoires. Alors, ce n'est pas des montants faramineux, on est bien d'accord, hein. Ça va être, si c'est 100 ou 200 euros par an, c'est bien le maximum, mais il n'y a pas de raison de passer à côté. Donc, les tarifs ne sont pas fixés par nous ni par Cinéma Numérique, mais par un organisme. Vous avez dans les pièces annexes, vous avez le document, le tableau qui fixe les tarifs en fonction des longueurs de voirie, de câblage, de chambre, etc. Et nous vous proposons donc ce soir de prendre la délibération qui va nous permettre de titrer cette redevance et de l'encaisser. Voilà. Donc, qui serait contre? Qui s'abstiendrait? 5 abstentions. Merci. Approbation du règlement intérieur de la salle Cartier-Bresson. Alors, ça rentre dans la logique qu'on a initiée déjà l'année dernière de donner des règlements intérieurs à l'utilisation de tous les bâtiments publics. Dans le document que vous avez reçu, il y avait quelques coquilles. Enfin, c'était souvent fait référence à Frison-Roche plutôt que Cartier-Bresson. Bien évidemment, ça a été corrigé dans la version finale. Vous avez eu le temps de le consulter. Certains d'entre vous ont fait des remarques qui ont été prises en compte. Y a-t-il des questions? Non. Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Merci. Information sur les décisions du maire. Donc là, ce sont les décisions prises par moi au nom du conseil municipal depuis le dernier conseil. Alors, je vais faire un point d'information sur les informations. Les agents à Chanteloup ont pris l'habitude de faire des décisions dès qu'une convention a été signée. Je pense que c'est pas nécessaire. Une convention qui ne donne pas lieu ni à des recettes, ni à des dépenses, à mon avis, il n'est pas nécessaire de faire des décisions. Donc, vraisemblablement, à l'avenir, il y aura moins de décisions qui donneront lieu à des informations. Donc là, vous avez toute la liste. Donc, il y a beaucoup de conventions qui consistent à la mise à disposition des salles pour les associations, parfois des conseils d'administration ou des syndics de copropriété qui ont besoin de faire leur réunion. Pour la partie financière, contrat de photocopieur pour le CTM, forcément, comme on a un nouveau bâtiment, il faut étendre le contrat de photocopie pour y inclure le nouveau bâtiment. Contrat d'assurance Nissan, c'est l'assurance pour le véhicule 9 places dont nous avons pris possession il y a quelques mois. Tout ce qui concerne la JVS, en fait, c'est pour la mise en place de la clé Certinomis, qui permet la dématérialisation des actes pour le CCAS. C'était déjà fait pour la commune, mais l'ATP nous a obligés à le faire également pour le CCAS. Bon, c'est un coût, c'est malheureux parce que c'est quand même... le CCAS ne produit pas beaucoup d'actes administratifs, mais c'est comme ça. Le contrat Millésime Cloud, c'est la suite logicielle métier qu'utilisent les agents pour la comptabilité, l'état civil, le cimetière, etc. Les vérifications de période de sécurité, ça c'est classique. Qu'est-ce qu'on a aussi comme contrat SVP? Alors SVP 1111, vous connaissez peut-être le service. Donc c'est une assistance juridique qui permet au directeur de service en fait d'avoir accès assez rapidement à des informations juridiques de qualité lorsque eux-mêmes ne les ont pas. On va faire l'expérience, on va voir comment ça fonctionne. On a un contrat de 6 mois renouvelable. Finalement c'est moins cher qu'un avocat des fois, et puis ça permet de pas tout le temps à chercher sur Google ce que dit le droit, et puis surtout d'avoir une information de qualité. Donc ça c'est un service dont on va tester la qualité. Je ne sais pas si c'était un service auquel vous aviez eu recours dans le passé, mais en tout cas, on a envie de voir ce que ça peut apporter en termes de qualité de travail pour nos agents. C'était pour les décisions du maire.
Nous passons maintenant à toute la série de délibérations financières, qui sont un petit peu le clou du spectacle ce soir. Alors, on va commencer par l'approbation du compte de gestion. Alors, juste un tout petit rappel pédagogique. La comptabilité d'une commune, enfin d'une collectivité territoriale ou des syndicats qui sont rattachés est tenue par deux entités finalement. Donc, la collectivité elle-même, qui produit un compte administratif, et le trésorier public, qui produit un compte de gestion. Bien sûr, l'idée, c'est qu'il doit y avoir une parfaite égalité entre les deux. De toute façon, on ne peut pas présenter un compte administratif qui soit différent du compte de gestion. Alors, c'est une particularité de la comptabilité publique, c'est un petit peu exotique, mais en tout cas, c'est encore comme ça. Donc, il faut commencer par approuver le compte de gestion. Alors, encore une fois, ce compte de gestion, ce n'est pas un document comptable qui est produit par la mairie, mais qui est produit par le trésorier public. Donc, on va approuver son travail, en quelque sorte. Donc, vous avez pris connaissance des éléments du compte de gestion dans la délibération qui vous a été communiquée, qui serait contre l'approbation de ce compte de gestion. C'est bon? C'est bon? Non, je voudrais que vous réfléchissiez au sens de votre vote. Qui s'abstiendrait? Merci. Donc le compte de gestion est approuvé. Symétriquement, il s'agit maintenant d'approuver le compte administratif. Alors, on ne va pas procéder au vote tout de suite. Monsieur Pan, oui, mon ordinateur. Bah, c'est pour votre présentation. Donc il s'agit donc de vous présenter, de délibérer sur le compte administratif 2021. Voilà, donc c'est un document qui clôture l'exercice. Comme l'a rappelé Monsieur le maire, le compte administratif est un document qui doit être conforme au compte de gestion. Alors donc c'est un document qui clôture l'exercice 2021. Il est le reflet donc, des dépenses et des recettes exécutées par le maire, conformément aux autorisations qui lui ont été données par le conseil municipal à l'occasion du vote du budget. Donc le compte administratif est donc un document qui en fait concrétise et qui donc le reflet du vote du budget et qui correspond donc aux autorisations qui ont été données en fait au maire. Alors donc, examiner le compte administratif, pour moi ça a deux objets. C'est constater l'évolution des recettes et des dépenses par rapport à l'année précédente. Je pense que c'est toujours une information qui est très très utile. Et d'autre part, c'est ensuite comparer le montant de l'exécution budgétaire par rapport aux autorisations qui ont été données. Voilà, donc je pense que ce sont les deux sens qui justifient en fait de présenter en fait, un compte administratif. Voilà. Comme vous l'avez compris, en matière de comptabilité publique, que ce soit le budget ou le compte administratif, il y a une division en deux parties. Une partie qui s'appelle le fonctionnement, une partie qui s'appelle l'investissement. Donc en général, quand on fait une présentation, c'est toujours dans cet ordre-là, c'est assez répétitif, mais c'est classique. Alors, comme je le disais, il s'agit donc d'observer les évolutions en termes de dépenses et de recettes. Alors là, vous avez donc l'évolution en termes de dépenses de fonctionnement. Alors, dans cette projection, on recense les différentes catégories de charges
de fonctionnement que vous devez maintenant savoir, hein, c'est toujours les mêmes. Donc il y a des charges de gestion, c'est des charges à caractère général, hein, ce sont des charges qui sont nécessaires au fonctionnement de la commune, qui permettent en fait de faire fonctionner les services. Et ensuite, dedans sont également enregistrées les opérations liées justement à l'entretien des bâtiments, les factures d'électricité, d'énergie, etc. Alors, là, vous observez qu'il y a une évolution de 2% par rapport à l'année 2020. Voilà, et ensuite, autre charge, c'est les charges de personnel. C'est les charges les plus importantes dans une collectivité, hein, comme pour la commune, c'est des charges qui sont dites rigides. En 2021, voilà, c'est des charges qui ont augmenté de plus de 6% par rapport à 2020. Voilà. Autre catégorie de charges, ce sont les atténuations de produits. Alors, les atténuations de produits, c'est une charge particulière. Ça concerne notamment le FPIC. Bon, c'est des notions dont on a parlé lors du débat de l'ensemble budgétaire. Je ne vais pas forcément revenir là-dessus. Alors ensuite, on a des charges financières qui sont en augmentation. Pourquoi est-ce que les charges financières sont en augmentation de façon importante? C'est parce qu'on s'est livré en 2021 à une opération de refinancement. Voilà, qui a généré évidemment donc, un coût financier. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'en fait on a des charges qui sont beaucoup plus importantes en 2021 que par rapport à 2020. Alors ensuite, bon, voilà, ensuite j'ai isolé une autre catégorie un peu diverse hein, de dépenses et voilà, où il y a une baisse. Voilà, bref, au total, en dépenses de fonctionnement, on a plus de 3,9 millions de dépenses. En 2020, on avait 3,7 millions. Donc on peut observer donc une évolution des dépenses d'un peu plus de 4%. Voilà donc pour l'évolution des dépenses. Alors, dans cette projection, vous avez la structure des dépenses. Alors, les dépenses réelles, parce qu'il y a plusieurs types de dépenses. Là, on s'est plutôt concentré sur les dépenses réelles. Ce qu'on appelle les dépenses réelles sont les dépenses qui donnent lieu en fait à des déplacements dans les comptes d'une collectivité comme dans une entreprise. Hein. On enregistre parfois certaines opérations de dépenses, mais qui sont des opérations d'ordre. Là, en fait, ça joue sur la trésorerie. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on observe que les charges de personnel sont les charges les plus importantes. Donc, à Chanteloup, ça pèse pour 58%. Voilà, donc c'est des charges rigides et voilà, et donc c'est des charges qui pèsent de façon importante dans le budget de la commune. Alors, autre catégorie de charges importantes qui évalue à 32%, c'est les charges à caractère général. Je vous ai indiqué tout à l'heure l'objet. Dedans, on y trouve donc des dépenses d'énergie, d'électricité, l'eau, etc. Et également certaines opérations d'entretien de bâtiments, de voiries, des espaces verts. Voilà. Donc tout ça, pour 2021, on est à plus d'1 million d'euros. Et ensuite, voilà, après, il y a des charges un peu accessoires, on a parlé des charges financières, des atténuations de produits. Voilà, donc ce qu'il faut retenir dans nos charges, c'est-à-dire les deux charges les plus importantes, c'est le personnel, et puis les charges à caractère général, c'est-à-dire les charges de gestion. Voilà, alors comme je vous l'ai dit, ce qui est important, alors donc là il s'agissait précédemment donc de montrer l'évolution, l'évolution des charges, dont l'objet justement c'est de les contrôler, de ne pas faire que ça explose. Hein. Et voilà, alors donc, autre information par rapport au compte administratif, c'est de regarder comment, à quel niveau d'exécution le budget s'est effectué. Donc là, par exemple, dans les charges courantes, le taux d'exécution est de 98%. Ça veut dire qu'on a exécuté 98% des autorisations confiées au maire.
Voilà. Et c'est très très élevé comme taux d'exécution. C'est lié aussi, pour certaines communes, vous verrez, vous pourrez observer que le taux d'exécution n'est pas forcément aussi élevé. C'est parce que nous, en fait, on prend parti d'être assez précis dans nos prévisions budgétaires. Donc, ce qui explique que globalement, on a un taux d'exécution relativement élevé. Les charges de personnel ont été exécutées je dirais, complètement, hein, comme vous l'observez. Alors, ensuite, les autres. Là, vraiment, là, il faut être honnête. Hein. Je vais juste tempérer un petit peu votre propos. Alors, quand on exécute à 98% ou à 100%, c'est bien sûr parce qu'on fait des prévisions très précises, mais c'est aussi parce que Chambéry est une ville impécunieuse. On n'a pas beaucoup d'argent. C'est-à-dire que quand on vote des lignes de crédit, eh ben, on n'a pas beaucoup de marge. Moi, j'ai des collègues maires dans des communes qui sont plus riches, qui sont très à l'aise. Les VP, ils sont votés tout confort. Donc forcément, en fin d'année, il leur reste des sous. Nous, il ne nous en reste pas. Donc bien souvent, on vote, vous l'avez tout à l'heure, des VP, des budgets très pessimistes. Donc on aurait du mal, en fait, à voter des crédits qui n'existent pas. Hein, ça, c'est une chose. Et donc le fait que nous soyons une commune fragile financièrement, qui demande un pilotage financier très fin, fait qu'on a régulièrement recours à des ajustements en cours d'année, ce qui fait que finalement l'atterrissage budgétaire de fin d'année est bon parce que on a un sou, c'est un sou, et qu'entre-temps on a pris aussi des mesures de type décision modificative qui permettent d'aligner les recettes et les dépenses. C'est aussi un fait qu'il faut garder en tête. Monsieur le maire, vous avez totalement raison. Voilà, donc en fait, dans le taux d'exécution, évidemment, il y a deux aspects à retenir. Hein. L'aspect en fait richesse de la commune, hein, qui peut faire que parfois, évidemment, on gonfle évidemment les prévisions budgétaires. Et par contre aussi, il y a quand même un aspect, moi j'y tiens beaucoup, c'est également, la précision des prévisions. Voilà, la précision des prévisions, ça traduit quand même l'idée de sincérité budgétaire. Une commune qui a un taux d'exécution relativement faible, ça signifie également qu'on n'est pas forcément dans la sincérité budgétaire. Donc l'objectif, je pense que quand on gère une collectivité, c'est autant que faire se peut, c'est d'avoir un taux d'exécution relativement élevé. Voilà, donc là on va passer sur la projection suivante. Voilà, donc là évidemment, en face, dépenser c'est bien, mais il faut avoir des recettes en face. Et alors, en dépenses, on a vu que notre charge la plus importante, c'est le personnel. Hein. Les charges, c'est les salaires et les charges qui vont avec. Alors, en recette, notre recette la plus importante, en fait, c'est la fiscalité. Voilà, alors là, la fiscalité, on est à un niveau de 2,9 millions en matière d'impôts. Alors, les impôts est une ressource importante, vous connaissez, parce qu'il faut les payer en tant qu'individu. Hein. Et puis, comme je l'ai dit, on en a parlé pendant l'Europe, on a décrit les différents types de recettes fiscales. En 2021, on a observé une croissance d'un peu plus de 3%. Et ensuite, autre catégorie de recettes, ce sont les dotations. Alors, la fiscalité, en fait, c'est une recette, je dirais, propre, qui est en fait en lien avec la libre administration des communes. On vote les taux, donc il y a une certaine liberté de pilotage en matière de fiscalité. Donc, les dotations, ce sont des recettes pour lesquelles on n'a pas réellement de liberté de pilotage. C'est souvent des recettes qui nous viennent de l'État, notamment à travers la dotation globale de fonctionnement. Donc on est tributaire en fait de la politique de l'État. Là en l'occurrence, on est à combien de pourcents? Plus 70%. D'accord, ok, très bien. Voilà donc l'évolution. Je suis un peu surpris de ces chiffres. Oui, ça s'explique. Non, ça s'explique. Alors, voilà, exactement. Voilà. En fait, en 2021, en fait, on a perçu
une dotation de l'État pour compenser les pertes en matière de recettes liées en fait à la crise financière de 2020, à la crise sanitaire plutôt, à la crise sanitaire de 2020. Comme vous le savez, on en avait parlé l'année dernière, il y a eu un impact assez important et donc l'État en fait a pris des dispositions pour aider les communes qui ont subi de façon importante cette crise sanitaire. Concrètement, pour nous, il s'agissait des pertes de recettes de cantines, d'accueil périscolaire, qui s'étaient élevées en 2020-2021 à plus de 300 000 euros. C'était un trou important dans notre budget, qui ont été compensés par une dotation exceptionnelle qui est arrivée en fin d'année dernière et qui était de 142 000 euros. Donc ça ne suffit pas à compenser nos pertes, mais en tout cas, c'était une dotation inattendue qui est arrivée à point nommé. Alors, autre catégorie de recettes qui est assez importante, c'est les recettes d'exploitation. Voilà, c'est dont vient de parler à l'instant M. le maire. Ça comprend justement les recettes de restauration, des cantines, du périscolaire, etc. Et donc là, évidemment, avec l'amélioration de la situation en termes d'ouverture en fait, des services. Voilà, donc ça s'est traduit nécessairement par une amélioration de nos recettes. Vous vous souvenez que lors de l'élaboration du budget primitif 2021, nous étions partis sur une hypothèse médiane, pas aussi catastrophique que 2019, que 2020, pardon, mais pas aussi bonne que 2019. Et finalement, en termes de recettes de cantine, de périscolaire, on a fait à peu près 10% de plus que ce que nous avions escompté. D'abord par la reprise normale de l'activité. On n'a eu qu'un épisode de confinement, je crois, en 2021, qui n'a pas été très très long. Et aussi parce qu'on a beaucoup travaillé pour remplir notre accueil de loisirs, notamment en l'ouvrant aux petites communes voisines qui n'en avaient pas. Donc on a par exemple comme ça une quinzaine d'enfants de Jossigny qui fréquentent nos services. Donc tout ça, ça fait des recettes supplémentaires en phase de charges fixes. Donc ça a beaucoup contribué aussi à notre résultat. Voilà, donc voilà, toutes ces bonnes nouvelles en matière de dotation, en matière de recettes, de prestations de services à la population. Donc tout ça, ça se traduit évidemment en recettes par une croissance assez importante, comme vous le voyez, de 17%. Et ça, c'est un petit peu notre marque de fabrique. Ce sera comme ça chaque année. On construit des BP pessimistes, on préfère se préparer au pire. Et le pire n'étant jamais sûr, en cours d'année, on travaille beaucoup sur le volet recettes, les subventions et puis dotations exceptionnelles lorsqu'elles arrivent. On préfère présenter un CA, un beau CA, et puis partir sur des prévisions budgétaires pessimistes. Ça me paraît être, vu la situation de la commune, être l'approche de bon père de famille, en tout cas, qui est la plus raisonnable. Voilà, donc si vous revenez en arrière, l'évolution des dépenses, vous allez voir évidemment que les recettes ont une évolution largement plus importante que l'évolution des dépenses. Voilà, donc vous comprendrez que ça va jouer nécessairement sur le résultat de 2021, des résultats qui sont très très favorables à la commune. Alors, dans cette projection, comme pour les dépenses, on a souhaité évidemment montrer la structuration des recettes, où comme je l'ai rappelé tout à l'heure, on voit la part prépondérante de la fiscalité, de nos recettes fiscales. Donc on est à 67%. Et ensuite, on a des dépenses donc, de produits de services qui ont été relativement également importants. Voilà. Dans les produits de services, on est en train de retrouver in fine les niveaux antérieurs à la crise, parce qu'en fait, c'était à l'époque, avant la crise, les recettes des prestataires de services étaient en fait notre deuxième type de recette le plus important. Oui, ce qui est d'ailleurs un élément de faiblesse pour notre commune. La plupart des communes en France ont des recettes de fonctionnement, des recettes des ventes de prestations de services qui représentent entre 3 et 5% de leurs recettes totales, c'est-à-dire qu'elles sont assez immunisées contre les cycles économiques ou les crises sanitaires.
Nous, c'est pas le cas. Justement, comme on n'a pas beaucoup de rentrées. Alors, dans le camembert, la fiscalité est très importante, mais il faut bien penser qu'on parle de volumes globaux qui sont très faibles. On a moins de 5 millions d'euros de budget pour une commune de 4000 habitants. Lorsque vous comparez avec les communes voisines, Chanteloup est une ville qui n'a pas beaucoup d'argent pour fonctionner. Donc dans les communes, on va dire, ordinaires, la part des services, là en rouge, des ventes, est beaucoup plus petite. Donc ça leur donne une plus grande solidité, puisque malgré tout, les recettes fiscales sont essentiellement en taxes foncières, elles sont stables. Le foncier ne disparaît pas. En revanche, les recettes, les ventes de services, eh bien, c'est lié à des aléas sociaux, économiques, sanitaires, on l'a vu. Et les dotations, eh bien, dans les dotations, il y a l'attribution de compensation de l'agglomération, qui n'est pas très élevée à Chanteloup par rapport à d'autres communes. Et puis, on est, comme le rappelait M. Pambou, dépendant de ce que l'État veut bien nous donner. On se rappelle qu'il y a eu un gros coup de rabot dans les années 2012, 13, 14, et on n'est pas à l'abri qu'il y en ait un autre à l'avenir. Donc imaginez les recettes de Chanteloup avec une crise qui dissuade les parents de mettre leurs enfants par exemple à la cantine, que dans le même temps l'État décide de se refaire une santé financière sur le dos des collectivités en rabotant les dotations. Et bien de nouveau on se retrouverait en grave difficulté. On n'aurait que l'outil de la fiscalité, et ça ferait peser une charge très importante sur les propriétaires de notre commune. Donc c'est pas une structure de recettes qui est très saine et solide. Monsieur le maire a raison, je pense que c'est un sujet qu'on va réaborder, peut-être pas cette année, mais ça sera sans doute l'année prochaine. Donc ça sera une année post-électorale. Enfin, une information que je peux vous donner dès maintenant, c'est qu'en fait il y a des annonces qui ont été faites, des annonces en fait où on va demander aux collectivités, l'État va demander aux collectivités de faire une économie de 10 milliards d'euros. Voilà, alors donc au moment on va voir comment ça va se passer concrètement. Voilà, donc c'est pour ça qu'en termes de budget, on en parlera tout à l'heure, il faut être assez attentiste et assez prudent dans les prévisions de recettes et également dans ses projections en termes de dépenses également. Voilà, alors dans cette projection, alors c'est toujours le taux d'exécution. Alors contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure en matière de dépenses, en matière de recettes, vous pouvez constater que l'exécution dépasse les 100%. Donc ça permet en fait de confirmer ce qu'a rappelé M. le maire, c'est qu'on est prudent dans nos prévisions en recettes. Donc nos recettes on essaie plutôt de les sous-estimer et attendre plutôt une bonne surprise. Voilà. Donc ce qui explique évidemment qu'on a des taux d'exécution qui dépassent les 100%. Après, il y a une autre notion également à rappeler, c'est qu'en fait, en matière budgétaire, en matière de dépenses, on dit que les prévisions budgétaires sont limitatifs. Donc ça veut dire que quand on inscrit une prévision au budget, ce sont des autorisations et le maire n'a pas le droit, quand il exécute les dépenses, de dépasser les crédits qui sont inscrits. Les crédits sont dits limitatifs. En matière de recettes, par contre, on dit que les crédits sont évaluatifs. Ça veut dire qu'on inscrit des montants indicatifs, mais ces montants peuvent être dépassés. Voilà, donc c'est deux régimes totalement différents. Donc vous avez bien compris, c'est ce qu'on appelle, c'est pour ça que nos budgets en fait sont structurellement pessimistes. Comme la capacité, le pouvoir de dépenser du maire est bridé par les niveaux votés au niveau du BP, il y a tout intérêt à gonfler les dépenses au niveau du BP pour pouvoir permettre à la commune de fonctionner tout au long de l'année. Inversement, en matière de recettes, nous n'inscrivons que des recettes certaines. Il y a quelques minutes, nous avons voté les actions du Fonds d'aménagement communal. Il est pratiquement certain d'avoir ces subventions à 100%, mais elles ne sont pas inscrites au budget prévisionnel, parce que tant qu'on n'a pas en main une notification officielle de ces subventions, on ne les inscrit pas. Donc structurellement, les budgets qu'on vous soumettra seront toujours déficitaires, puisque les dépenses sont gonflées et les recettes sont minorées. C'est les comptes administratifs des exercices que nous clôturons d'année en année, en fait, qui représentent le travail qui a été fait en matière de gestion financière. Voilà, donc, autre précision, ce que je peux donner par rapport à ça, c'est que
Voilà, donc en fait, il y a deux aspects. Hein. Il y a un aspect, tout à l'heure, on parlait de sincérité budgétaire. Comme l'a rappelé M. le maire, on va avoir normalement, on a le fonds d'aménagement communal hein, au niveau du département. On est pratiquement certain de l'avoir. Dès lors qu'on n'a pas encore la notification officielle, ça veut dire que la recette n'est pas certaine, donc on n'en fait pas d'inscription au budget. Et par ailleurs, surévaluer les recettes de fonctionnement notamment, c'est quand même un risque parce que, je veux dire, quand on a des recettes, derrière on a des dépenses. Et les dépenses ne rentrent pas, enfin, les recettes ne rentrent pas au même rythme que sont exécutées les dépenses. Donc, si on faisait une surévaluation des recettes, on pourrait se retrouver dans une situation où on va dépenser, mais que les recettes ne rentrent pas. Donc on va se retrouver dans une situation de déficit. Voilà, donc ce qui est important quand on construit un budget, c'est la notion de sincérité. Bon, là, on est un petit peu sorti du cadre de la présentation du CA, mais c'est intéressant de faire de donner ces petits éléments pédagogiques pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Voilà, alors là, au niveau de ce graphique, vous avez justement donc la courbe des recettes et des dépenses. Et vous observez qu'en 2020, il y a ce qu'on appelle l'effet ciseau, où la courbe des dépenses, en fait, est passée au-dessus de la courbe des recettes. Voilà. Et donc, en 2021, par contre, on est sorti donc de cette situation de courbe où c'était assez serré. Voilà. Ensuite, donc là, voilà, donc après avoir présenté donc l'évolution des recettes et des dépenses, hein, donc là on a donc le résultat de fonctionnement, où on a un résultat de clôture de plus d'1 million d'euros, hein, Ce résultat de clôture est en fait constitué du résultat de l'exercice 2021. Donc ça veut dire qu'en 2021, on a plus de 500 000 euros, c'est-à-dire qu'on a plus de recettes que de dépenses. La différence de 500 000 euros. À cela, on prend en compte le résultat de l'exercice qui avait précédé, c'est-à-dire 2020. C'est ce qu'on appelle le résultat reporté. Hein. Donc les deux additionnés, ça nous permet d'obtenir en fait un résultat de clôture en fonctionnement de plus de 1 million d'euros. Voilà, donc c'était donc pour le fonctionnement. Alors, une commune, c'est également donc des dépenses, hein, des dépenses d'investissement. Alors, les dépenses d'investissement, ce sont des dépenses voilà, on distingue le fonctionnement de l'investissement parce que l'investissement, en fait, a pour effet, normalement, d'améliorer le patrimoine de la collectivité. Donc, c'est des dépenses, mais on les catégorise de façon différente. Alors, la structure des dépenses d'investissement, voilà, donc là, on a 55% en 2021 qui concernait en fait les études et les travaux. Je les ai regroupés, hein, 55%. Et ensuite, on a le remboursement de la dette, qui est compté pour 20%. L'année dernière, on a remboursé donc plus de 200 000 euros de dette. Et ensuite, il y a des dépenses qui concernent en fait tout ce qui est mobilier. Voilà, donc on en a eu pour une certaine somme et ça a représenté 25% de l'ensemble des dépenses d'investissement. Alors concernant donc l'évolution, alors contrairement au fonctionnement où il y a une pertinence pour analyser l'évolution des dépenses, en investissement, voilà, j'ai quand même indiqué les évolutions, mais c'est néanmoins un peu moins pertinent qu'en fonctionnement. Parce qu'en fonctionnement, c'est de la gestion courante. Donc on peut dire, voilà, quand ça augmente trop, on dépense, ça veut dire qu'il peut y avoir des dérives. D'accord? Il faut trouver des éléments d'explication. Mais par contre, en investissement, on voit qu'il y a beaucoup de variations par rapport à 2020. En réalité, ça n'a pas forcément de sens de les comparer, même si je les compare. Il n'y a pas vraiment de pertinence parce qu'en fait, l'investissement obéit à un certain cycle. C'est-à-dire que, voilà, on ne construit pas un CTM chaque année. Certaines années, on va faire une grosse construction. Donc, ça va agir, ça va avoir une action sur les dépenses d'investissement. Et donc, voilà. Donc, en fait, les dépenses d'investissement
correspondent plutôt à un cycle. Il y a des cycles assez importants, de fortes dépenses, et ensuite il y a des cycles avec un peu moins de dépenses. Et dans les cycles à faible dépense, ça permet en fait à la collectivité, c'est pas forcément anormal, ça permet simplement à la collectivité de reconstituer certaines marges de manœuvre. Voilà. Et pour toutes les communes, c'est comme ça, on pourra voilà. Et en général, c'est lié également au cycle électoral. Voilà. Et voilà. Ensuite, voilà également, vous avez donc le taux de réalisation. Voilà, le taux de réalisation, en fait, par contre, c'est très important en dépenses d'investissement. Ça traduit également la capacité des services, en fait, on peut prévoir beaucoup de projets dans les budgets, mais après, derrière, il faut qu'on ait des services qui sont en capacité à les réaliser. C'est-à-dire mener des études, passer les marchés, etc. Voilà, donc, voilà, c'est pour ça parfois que le taux d'exécution peut être très très faible. Et puis parfois, il y a certains travaux qui dérivent sur plusieurs années, justement. Voilà, donc là également, en matière de taux d'exécution des dépenses d'investissement, il faut plutôt regarder le cycle pluriannuel que le cycle annuel. Voilà, donc voilà, l'évolution, là on est donc en recettes. Voilà, donc les recettes ont augmenté globalement de plus de 26%. On a eu des subventions notamment concernant le CPM, justement. On a eu une subvention du département et puis une subvention de Marne-et-Gondoire. C'est bien ça? Oui, même la subvention du département n'a pas été entièrement versée. Voilà, ça. Exactement, voilà, c'est ça. Une subvention sur le passage à l'aide. Voilà. En recette, vous voyez également un emprunt de 500 000 euros et puis des dotations de 326 000 euros. Bon, voilà, ça, voilà, ça a été évoqué lors du ROB, enfin c'est les mêmes données en fait. Voilà, là vous avez donc la structure des recettes réelles d'investissement. Voilà, il y a 55%. Voilà, donc ça permet simplement de traduire comment est-ce qu'on a financé les dépenses. Donc les dépenses qu'on a vues tout à l'heure ont été financées à 55% par l'emprunt. Autre recette, c'est du FCTVA. Le FCTVA, c'est en fait, je l'ai souvent rappelé, en fait c'est une dotation que nous verse l'État parce qu'en fait on ne reverse pas, parce qu'en fait nous on supporte la TVA. Contrairement aux entreprises qui ne supportent pas la TVA, les collectivités supportent la TVA, mais l'État, à travers le FCTVA, en fait, compense cette charge. Après, on a également la taxe d'aménagement. La taxe d'aménagement, c'est une ressource qui est assez volatile aussi, qui est liée en fait à l'activité dans les constructions, dans les aménagements des maisons, etc. Voilà, donc ça c'est une recette qui n'est pas linéaire chaque année. Et ensuite, on a un excédent de fonctionnement capitalisé. Là, il s'agissait en fait de prélever sur le fonctionnement pour financer en fait l'investissement. Bon, c'est un mécanisme qu'on va évoquer tout à l'heure avec l'affectation de résultats. Voilà donc la recette d'investissement. Voilà, donc les taux de réalisation, etc. Je n'y reviens pas. Et voilà. Et ensuite, voilà, donc il est bon également d'observer en fait le résultat de l'investissement. Donc on sort en négatif. Alors sortir en négatif, c'est pas normal en fait. C'est totalement normal. La façon dont on construit un budget communal implique qu'on sorte en résultat d'investissement négatif. Et je sais qu'il y a beaucoup de communes qui en fait ne veulent pas sortir en investissement négatif, mais en fait c'est une très mauvaise chose parce qu'en fait ça veut dire qu'on a pris de l'emprunt pour compenser. Et en fait derrière ça génère des charges financières, etc. C'est une mauvaise chose. Donc là on est à moins de 100 000 qui est lié en fait à un résultat de l'exercice. Donc les dépenses
des recettes moins les dépenses d'investissement, on est à moins 287 000, hein, d'accord. On prend en compte également un résultat reporté de 2020 qui était positif. Bref, on tombe sur un résultat négatif de 100 000 euros. Voilà. Alors, un petit point concernant la gestion de la dette. Bon, vous le savez, hein, parce qu'on avait délibéré sur l'emprunt l'année dernière. Hein. Donc, on avait en portefeuille 3 emprunts caisse d'épargne, dont un emprunt qui avait servi à financer en fait le conto, d'accord, avec un taux relativement élevé, sachant que les taux avant la crise Covid, etc., on avait des taux relativement bas. Donc l'intérêt pour nous, c'était de mener une opération de refinancement pour ressortir avec un taux plus faible et ensuite alléger la charge que constitue en fait le remboursement de la dette chaque année. Comme je l'ai dit, on était ces dernières années à plus de 200 000 euros d'amortissement de la dette. Hein. Donc l'idée pour nous, c'était de réduire l'amortissement de la dette pour recouvrer quelques marges de manœuvre. Alors ensuite, en recette, on a souscrit un emprunt de 500 000 euros. C'est un emprunt sur un taux variable, irrévisable. C'est un indice qu'on appelle Euribor, 3 mois, et donc c'est un taux, c'est pas un taux fixe, hein, c'est un taux qui change. Et on n'a aucune crainte de le prendre parce que c'est pas un taux structuré, c'est un taux certes variable, mais c'est un taux qui est totalement admis et qu'on peut prendre sur une durée assez courte. Donc là, on a pris un emprunt sur 4 ans. Sur cet emprunt, on ne rembourse pas il n'y a pas d'amortissement dessus. On ne paye que les intérêts de la dette, sachant que l'Euribor, le taux, malgré la situation actuelle, les taux sont encore négatifs. Voilà, donc c'est moins 0,5%. Négatif pour les banques, hein, pas négatif pour nous, hein, parce que les banques, forcément, quand c'est négatif, vous mettent à 0 et après rajoutent leurs frais. Ce que dit M. Bambou, c'est que c'est un taux qui est encore intéressant par rapport à ce qu'on avait l'habitude de souscrire. Voilà. Donc c'est un prêt in fine, hein, qui va être remboursé dans 4 ans. Et on vous reparlera prochainement des modalités qui vont présider au remboursement de ce prêt. Mais c'est néanmoins important de le prendre. Voilà, donc là vous avez le résultat de clôture. Clôture, ça veut dire fonctionnement investissement. On a plus de 900 000 euros de résultat de clôture, c'est un résultat positif. On peut s'en satisfaire compte tenu de la situation qu'on a connue en 2020 et même avant. Voilà, donc on sort donc avec une situation qui est très très confortable. Alors moi, je suis pessimiste, comme M. Bambou. Alors certes, hein, mais il ne faut pas comprendre, on a 1 million de caisses, voilà, on va dire c'est ça, 1 million de caisses, mais c'est pas 1 million qu'on peut dépenser comme ça pour se faire plaisir. Hein. On a un emprunt remboursé, on a quand même beaucoup d'investissements et puis de dépenses à prévoir sur toute la durée du mandat. C'est finalement assez peu pour une commune comme la nôtre. Donc il faut mieux sortir en positif. On est tous très contents d'avoir fait un excellent en 2021. Malgré tout, il faut rester très 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 vigilant dans nos projets. C'est pourquoi nous ne lançons que des investissements indispensables à la commune et dans des enveloppes budgétaires qui sont à notre portée. Et voilà, on peut dire qu'on sort bien en 2021. On a fait une bonne année, meilleure que ce qui était prévu, mais ça c'est normal. On vous a expliqué pourquoi. Donc il faut garder ce rythme et puis essayer de sortir chaque année avec un résultat comme celui-ci. Voilà donc terminé la présentation. J'ai essayé de faire une présentation, j'espère pas trop longue, hein, mais néanmoins c'est important de montrer ce que le maire a, comment est-ce qu'il a exécuté le budget. Avant de passer au vote, est-ce que vous avez des remarques à faire, Madame Minier, vous voulez le faire après? Non? Alors il est prévu que l'ordonnateur ne participe pas au vote du compte administratif. Je vais donc m'éclipser. Je vais demander à M. Bambou de me remplacer le temps du vote. Voici la délibération, le projet de délibération. Et vous me rappellerez lorsque... Voilà, donc on va donc procéder au vote du compte administratif. Voilà, donc le compte administratif tel qu'il est présenté en section, alors les réalisations de l'exercice, section de fonctionnement, en dépenses, on est à 4 22 812,24.
En recette, on est à 4 592 383 77. En réalisation de l'exercice, section d'investissement, on est à 1 237 811,41. En recette, on est à 950 744,32. On prend en compte les reports de l'exercice N-1, c'est-à-dire le report de 2020. En fonctionnement, on a reporté 518 595,24. En investissement, on a reporté, donc c'est en positif, 186 954,17. Voilà. Alors, donc globalement, on sort donc en dépenses à 5 279 239,99, quelle que soit la section, et en recette à 6 286 147,22. Donc je vais vous demander donc de voter. Et qui est contre? Donc il y a 4 contre. Non, 5 contre, avec 5 contre. Et qui s'abstient? Donc les autres c'est pour. Donc le compte administratif du maire 2021 est donc adopté. On va le rappeler. Le jeu, c'est Combien 19 vous avez dit pour? Pardon? Combien pour? Combien vous avez dit? 20 pour. Non, non, monsieur le maire est parti. Ah oui, 19. Monsieur le maire est parti. Monsieur le maire est parti, excusez-nous, 19 pour. Vous avez raison. Très bien, je reprends la présidence. Monsieur Pombo, quel a été le sens du vote? Donc 5 contre. 5 contre. Pas d'abstention. Pas d'abstention. Oui. Très bien. Alors maintenant que le CA a été adopté, il convient d'affecter les résultats qui sortent du CA. Donc c'est l'objet de la délibération suivante, affectation du résultat. Je vais vous lire les grands agrégats, les grandes masses, qui procéderont au vote dans la foulée. Donc résultat de la section de fonctionnement à affecter. Résultat d'exercice, 569 577,53. Résultat reporté de l'exercice antérieur, 518 595,24 €. Pour un total, un résultat comptable cumulé à affecter d'1 88 172,77 €. Le besoin réel de financement de la section d'investissement se compose comme suit. Résultat de la section d'investissement d'exercice, déficit de 287 067,09 €. Résultat reporté de l'exercice antérieur, 186 954,17 € pour un résultat comptable cumulé de moins 100 112,92 €. Les dépenses d'investissement engagées non réalisées s'élèvent à 18 616,34 €. Les recettes d'investissement constatées mais non réalisées à 37 463,72 €. Le solde des restes à réaliser s'établit donc à 18 847,38 €. Le besoin réel de financement s'établit donc à moins 81 265,54 €. Le résultat d'investissement fait ressortir un besoin de financement de 81 265,54 €. Par ailleurs, la ville souhaite préfinancer ses projets d'investissement. Aussi, il est proposé d'affecter à la section d'investissement une partie du résultat de la section de fonctionnement, à hauteur de 376 383 €. Lorsqu'on transcrit budgétairement l'affectation des résultats, on obtient pour la section de fonctionnement dépenses en 0,2, déficit reporté 0. En recette R02, excédent reporté 711 789,77 €. Et pour la section d'investissement, en dépenses, déficit reporté de 100 112,92 €. Et en recette, un excédent reporté de 376 383 €. Ce qui nous donne, ce qui nous donne 711 789,77 € en recette de fonctionnement et 100 112,92 € en dépenses d'investissement. Et en recette, 376 383 €.
Voilà l'affectation du résultat que nous vous proposons. Qui serait contre? 5 contre. Qui s'abstiendrait? Merci. Point 21, étalement des indemnités de remboursement anticipé. Monsieur Bambou l'a évoqué tout à l'heure, sous forme de rappel. Nous avons rééchelonné et restructuré nos emprunts les plus coûteux. Une partie de ce refinancement se traduit dans les taux, une autre partie sous forme de capital. Et ce que nous vous proposons ce soir, c'est d'étaler la partie indemnité de remboursement anticipé sur plusieurs années, ce qui évite à la commune de sortir en une seule fois les 147 000 euros de remboursement, 144 729 euros de remboursement anticipé. Donc il s'agit de lisser cette dépense sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sur 10 années, de telle sorte que chaque année, nous n'ayons à rembourser, à payer en tout cas, que 14 473 euros. Voilà. Donc qui serait contre cet étalement des indemnités de remboursement anticipé? 5 contre. Qui s'abstiendrait? Merci. Point suivant, vote du taux d'imposition des 2 taxes communales. Donc c'est les impôts avaient augmenté, le taux d'imposition avait augmenté l'année dernière. Il a été décidé, il vous est proposé ce soir de les maintenir au taux de l'année précédente, à savoir 51% pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et 66,38% de taxe foncière sur les propriétés non bâties. Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? 5 abstentions. Merci. Vote du BP 2022. Alors, je vais vous demander de faire circuler ce document. On a augmenté... Oui, faites tourner, s'il te plaît. On a augmenté la visibilité, on a amélioré la visibilité de la délibération en ajoutant... Alors ça ne change pas les masses, rassurez-vous, c'est conforme à ce qui vous a été communiqué, mais le logiciel et notre agent comptable maintenant est capable de gérer ce qu'on appelle les opérations en investissement. Donc on a décidé d'ajouter ces opérations à la délibération. Vous allez tout de suite comprendre quand vous allez recevoir le document. Madame Munier. Madame Munier. Voilà. Donc les opérations, en fait, c'est la transcription dans la délibération du BP des opérations d'investissement qui sont proposées. Ça n'existait pas jusqu'à présent et ça va permettre de contrôler l'évolution, l'exécution de ces projets d'investissement. Donc c'est intéressant de le faire. Ça ne se faisait pas avant. On votait des chapitres au global et puis ensuite les sommes étaient ventilées en fonction des différents projets d'investissement que la commune pouvait avoir. Là, on a décidé, vous voyez, on a rajouté des lignes 2022, 01, 23. En fait, ce sont les projets d'investissement qui sont inscrits au plan pluriannuel d'investissement qui vous avait été proposé au moment du débat d'orientation budgétaire. Et ça va permettre à cette Assemblée, d'année en année, de contrôler l'exécution des projets d'investissement. Donc c'est un contrôle supplémentaire qui est donné au conseil municipal sur l'exécution des dépenses d'investissement. Voilà. Cette explication donnée, je vais repasser le micro à M. Pambou qui va vous faire la présentation de sa synthèse pour le budget primitif. Merci, monsieur le maire. Alors, le vote du budget. Alors, le budget qui vous est présenté au vote s'inscrit globalement dans le cadre du rapport d'orientation budgétaire qui vous a été présenté en mars. Alors, pour rappel, le ROB a émis des hypothèses d'évolution. Alors, en recette de fonctionnement, on a émis des hypothèses d'évolution en matière de DGF, dotation globale de fonctionnement. On a émis des hypothèses en matière d'évolution de la fiscalité directe locale, notamment s'agissant des bases. Comme vous le savez, les bases fiscales ont augmenté de 3,4%. Ça veut dire que c'est un message à faire passer à nos administrés, qui verront en fait leur taux d'imposition, leur montant d'impôt de taxes foncières augmenter, mais ça ne sera pas du fait de la commune, comme l'a rappelé M. le maire, on vient de délibérer précédemment,
avec un maintien des taux. Mais le montant de l'imposition va augmenter parce que les bases augmentent de 3,4%. Voilà, donc ça avait été évoqué lors du rapport d'orientation budgétaire. Alors, on a évoqué également lors du ROP les dépenses de fonctionnement, notamment les charges de personnel, qui finalement, qui en fait va beaucoup impacter le budget 2022, sachant qu'il y a des annonces gouvernementales qui interviendront concernant la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires. Mais là, on attend des précisions. On n'était pas en capacité d'intégrer en fait cette hausse qui va être imposée donc aux collectivités. Voilà. Et ensuite, donc on a également parlé de l'évolution des charges à caractère général. Alors, en matière d'investissement, on vous a présenté un tableau dans l'Europe qui concernait en fait le PPI. Le PPI, c'est le programme pluriannuel d'investissement. Donc, on a essayé cette année de faire un tableau pour formaliser en quelque sorte nos projets d'investissement, de mandature, sans pour autant que ce PPI soit quelque chose de figé. Il pourra évoluer. Donc, certains éléments, certains projets qui figuraient donc dans le PPI présenté dans l'Europe, certains projets, la plupart des projets, sont repris dans le budget, comme vous l'a dit Monsieur le maire, sous forme d'opération. C'est ce qui a fait l'objet justement de la délibération modifiée qui vous a été communiquée à l'instant. Alors, en recette d'investissement, on a abordé lors du ROB les modalités de financement des dépenses sans recours à l'emprunt et en ayant néanmoins recours à un mécanisme de préfinancement que M. le maire vous a exposé à l'occasion donc de l'affectation de résultats. Voilà. Alors dans l'Europe, on vous a également présenté la trajectoire financière, parce qu'il y a les aspects budgétaires, il y a également les aspects financiers. Donc la trajectoire financière de la commune à travers trois notions: la notion d'épargne brute, la notion d'épargne nette et la capacité de désendettement. Voilà, alors donc tout ça pour dire simplement que la présentation du budget 2022 va être relativement succinct par rapport à la présentation que j'ai effectuée concernant le compte administratif, parce qu'en fait le budget 2022 est en fait la traduction des échanges, des informations qu'on vous a données lors du rapport d'orientation budgétaire. Voilà, alors le budget 2022 est voté globalement en recette. On a 5 105 042, c'est le total des recettes de fonctionnement. En dépenses de fonctionnement, on a prévu 4 657 596. Alors, en observant cette projection, vous pouvez dire que, contrairement aux années précédentes, on a prévu plus de recettes que de dépenses, que le budget n'est pas équilibré. On a pris le parti, cette année, de voter un budget en fonctionnement et en suréquilibre. Il n'est pas en déséquilibre, il est en suréquilibre parce qu'il y a plus de recettes que de dépenses et c'est totalement admis. Et dans une logique de sincérité dont on a parlé tout à l'heure, on a estimé que voter un budget en suréquilibre, ça permettait de respecter un peu mieux le principe de sincérité qu'on essaie de mettre en œuvre. On ne va pas ouvrir une grande parenthèse, mais si vous vous intéressez aux budgets primitifs qui sont votés dans beaucoup de collectivités et de syndicats, vous vous rendez compte que la partie fonctionnement est toujours équilibrée. Et on se demande comment c'est possible, puisqu'il y a le résultat des années précédentes qui fait que lorsqu'il est inclus dans les recettes de fonctionnement, on sent bien que c'est tout le capital qui a été accumulé les années précédentes n'a pas vocation à être dépensé sur une année. Et ça, c'est vraiment la présentation comptable. C'est comme ça que font la plupart des collectivités, pas toutes. Avec M. Bambou, nous avons pris le parti de faire une présentation qui est plus lisible du point de vue du contribuable.
Et d'ailleurs, on ne va pas développer, mais M. Bambo et moi-même sommes en train de travailler sur un article de fond sur ce sujet pour un média français. Et donc, je vous inviterai à vous retourner vers cet article pour comprendre pourquoi est-ce que les budgets en suréquilibre devraient être la norme. Donc, on ne va pas développer plus que ça. Voilà, donc en fonctionnement, vous avez également 104 610 qui correspond en fait à l'autofinancement. L'autofinancement, c'est une notion, c'est une notion un peu budgétaire qui consiste en fait à faire un virement du fonctionnement de l'assistant. Bref, on prévoit 104 000 euros d'autofinancement qui est constitué en réalité à la fois des virements à la section de fonctionnement, mais également des amortissements. Bref, on a 104 000 euros. Alors, en section d'investissement, par contre, on vote en équilibre parfait entre les dépenses et les recettes. Donc, les recettes et les dépenses équilibrent donc à 763 324, qui constitue donc ce qu'on a estimé comme volume de dépenses d'investissement pour l'exercice 2022. Alors, concernant donc le fonctionnement qu'on va survoler, alors le fonctionnement au BPDOL 2022, en charge de fonctionnement donc courante, charge à caractère général, on a prévu 1,6 million. On était à 1,2 million en 2021 et on augmente un peu plus parce qu'il y a plus de besoins au niveau de la collectivité. Et par ailleurs, il faut également tenir compte de l'inflation qui va toucher notamment les produits, les fluides. Je peux apporter un complément d'information en ce qui concerne les charges courantes. Oui, l'inflation, c'est une partie de l'explication. Il y a aussi la volonté de solder pas mal de dépenses du passé. On en est encore à mandater des factures de 2019. Donc on veut vraiment cette année tout liquider pour en 2023 partir sur des bonnes bases. Donc là, les dépenses de charges courantes sont un peu gonflées parce qu'elles dépassent le cadre du simple exercice 2022. Donc ça, c'est un élément d'explication. L'autre élément d'explication, eh bien, il y a des dépenses nouvelles que l'on a décidé de réaliser, notamment, vous le savez, Chanteloup travaille sur une convention de police municipale avec une ville voisine, et il faut affecter à notre budget les dépenses qui vont permettre, enfin les ressources qui vont permettre de financer cette dépense nouvelle. Il y a ensuite beaucoup de travaux, alors ça relève en grande partie de l'investissement, mais pas que, qui visent à la rénovation et à la réparation notamment électrique, etc., ou de pluie. Mais c'est surtout l'investissement, mais ça impacte aussi les charges courantes. Et puis, il y a le CTM qui a été livré l'année dernière. Certes, on a livré le bâtiment, mais il faut maintenant l'aménager. Il y a beaucoup de travaux, de petites dépenses, du matériel à acheter pour qu'il soit complètement utilisable. Pareil pour l'annexe de la mairie. Il y a aussi des investissements importants qui sont faits en matière d'informatique. L'année dernière, vous vous souvenez qu'on avait commencé à migrer toutes les applications métiers sur le nuage, ce qui permettait d'assurer une continuité de service pour la mairie. Là, cette année, ce sont les postes de travail que nous faisons migrer sur le nuage pour que la commune soit complètement indépendante des serveurs qu'elle pourrait héberger, pour permettre aussi aux agents qui le souhaitent de télétravailler et de retrouver leur environnement de travail où qu'il soit. Donc ça nécessite des investissements, des dépenses, y compris en fonctionnement, pour ensuite augmenter la productivité. Voilà. Donc je passe en revue les principales dépenses de fonctionnement. Donc vous avez le personnel, 1,6 million. Enfin 2,4 millions, les atténuations de produits 45 000 euros, les charges de gestion plus de 263 000 euros, les charges financières à 55 000 euros qui sont totalement en baisse, donc liées notamment au refinancement dont on a parlé. Donc ça a eu un coût financier en 2021, mais on en voit l'intérêt à partir de 2022. Voilà, et ensuite, en face donc des dépenses de fonctionnement, donc on a des recettes, les atténuations de charges sont évaluées à 67 000 euros, les produits de service, c'est-à-dire c'est la cantine, le périscolaire, etc., c'est évalué à 689 000, les impôts et taxes en nette augmentation, plus de 3 millions, liés à l'augmentation des bases dont j'ai parlé, mais liés également à des livraisons
à des livraisons de logements voilà, qui permettent justement donc, qui sont donc taxés. Ça nous permet donc d'avoir des recettes fiscales supplémentaires. Les subventions et les dotations, en fait, la DGF notamment. Les autres produits de gestion, c'est notamment les locations, les antennes, le parking, etc. Et des produits exceptionnels qui sont liés notamment à des compensations par rapport aux assurances statutaires concernant le personnel. Alors ensuite, en investissement, en dette, remboursement de la dette, donc, on prévoit 167 000 euros, c'est-à-dire une somme nettement inférieure à ce qu'on a connu précédemment, qui est donc en lien avec le travail qu'on a fait sur la gestion de la dette. On a également une dépense concernant la taxe d'aménagement de 33 000 euros, parce qu'en fait, il y a un permis de construire qui a été annulé ou réformé. Donc l'État nous a demandé en fait de rembourser une taxe d'aménagement qu'on avait perçue. Voilà, d'où l'inscription de cette somme sur plusieurs exercices certainement. Ensuite, on prévoit des dépenses d'équipement pour 229 000 euros. Ensuite, on a souhaité quand même mettre des dépenses imprévues. Alors les dépenses imprévues à hauteur de 10 000 euros, c'était déjà le cas l'année dernière, enfin au BB 2021. On a des restes à réaliser pour 18 000. Et alors, la page d'après, c'est ce qu'on a évoqué précédemment, que le maire a évoqué, pour une question de clarté et de lecture du budget et du compte administratif, c'est-à-dire isoler certaines opérations, certains travaux, certains projets en opération. Des opérations qui rentrent dans le PPI. Donc là, vous en avez un certain nombre. Donc, passage aux LED, 19 000 euros. L'extension cimetière, 78 000 euros. L'entrée parking du tennis, 30 000 euros. Le cheminement PMR, Frison-Roche, 4 000 euros. Le terrassement et l'assainissement de Frison-Roche, 15 000 euros. Les travaux sur le terrain de pétanque, 3 000 euros. La mise aux normes électriques, 36 000 euros. Et l'aménagement CPM dont a parlé Monsieur le maire pour 20 000 euros. Donc voilà, tout ça ont été isolés dans les chapitres opérations. Ensuite, en recettes d'investissement, voilà, tout ça, ça se finance comment? Ça se finance par des recettes. Alors, quelles sont-elles ces recettes? Il y a un autofinancement de 104 000 euros qu'on a vu au début, quand on a regardé l'équilibre global du budget. Ça vient donc du fonctionnement. Ensuite, on a des dotations. Les dotations, en fait, c'est le FCTVA principalement. On a des subventions. Ensuite, on a l'excédent de 375 000 euros lié justement à la délibération sur l'affectation de résultats que M. le maire a présenté. Et ça nous permet donc en plus, c'est des restes à réaliser. Voilà, donc toutes ces recettes nous permettent en fait donc d'être en capacité à mener nos projets d'investissement en dépenses qui s'élèvent au global à plus de 600 000 euros. Voilà, alors. Voilà donc pour le budget 2022. Donc, on va passer au vote. Alors, le vote du budget se fait par chapitre. Je vais donc énoncer les chapitres, leur titre et le montant, et je vous demanderai de vous prononcer ligne par ligne. Budget primitif. Alors, déjà une erreur sur le modèle 2022, bien évidemment. Hop. Chapitre 11, charge à caractère général. Oui, pardon. Je peux dire quelque chose? Oui, bien sûr. Alors déjà, je voudrais dire qu'on doit voter un budget équilibré. Or, la page 6 du document qui va, il y a dépenses 5 420 920 et recettes 5 868.
on devrait avoir une recette-dépense équivalente. Vous n'avez pas écouté les explications de Mme Munier. Vous Aujourd'hui- étiez en train de discuter peut-être avec votre voisine. Aujourd'hui, on doit avoir un budget équilibré. Non, ce n'est pas exact. En fonctionnement, c'est le déficit qui est interdit. Nous avons expliqué que nous avons pris l'option de voter en suréquilibre. C'est que de notre point de vue, ce que devraient faire toutes les collectivités. Je vois que vous passez que 10 000 euros en investissement. Il fallait équilibrer en faisant de la réserve pour l'investissement. Oui, mais on vous l'a expliqué tout à l'heure, c'est exactement ce que nous ne souhaitons pas faire. C'est-à-dire que nous ne souhaitons pas gonfler artificiellement des postes. Non, mais vous pouvez ricaner, là, Madame Bon, bref. Munier. Bon. De toute façon, C'est votre budget, hein, c'est pas le mien. Oui, absolument. Et Donc je ensuite- le répète, et je le répète à ceux qui nous suivent, nous votons en suréquilibre parce que c'est de notre point de vue la façon la plus lisible de comprendre. Moi, on m'entend pas, mais vous, on vous entend. Ça marche. Sur la délibération, C'est un projet de délibération que vous avez entre les les mains. dépenses d'investissement, total des dépenses, il y a 644 000, reste à réaliser 18 000. Je suis désolée, c'est pas un R001, c'est un D001. Alors, à quelle ligne? Oui, on va corriger. Voilà. C'est l'avantage des projets de délibération. Donc vous prenez note. D'accord, ça ce sera corrigé. Très bien. D'autres remarques, Madame Munier? C'est tout. Très bien. C'est remplacer un R pour recette par un D comme dépense. Chapitre 11, charges à caractère général, 1 686 639 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Chapitre 12, charges de personnel et frais assimilés, 2 470 715 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Chapitre 14, atténuation de produits, 45 000 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Chapitre 65, autres charges de gestion courante, 263 000 euros, 487 000 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Chapitre 66, charges financières, 55 145 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Chapitre 67, charges exceptionnelles, 2 000 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Chapitre 22, dépenses imprévues, 30 000 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Chapitre 23, virement à la section d'investissement, 10 000 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Chapitre 42, opération d'ordre et de transfert entre sections, 94 610 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Pour un total des dépenses de fonctionnement de 4 657 596. En recettes de fonctionnement, chapitre 13, atténuation de charges, 67 600 euros. Qui est contre? Qui s'abstiendrait? Merci. Chapitre 70, produits des services du domaine et vente, 489 758 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Chapitre 73, impôts et taxes, 3 133 741 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. 74, dotation et participation, 665 253 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Chapitre 75, autres produits de gestion courante, 8 900 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Chapitre 77, produits exceptionnels, 28 000 euros, 23. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Pour un total des recettes de fonctionnement de 4 393 252 euros, 23. En dépenses d'investissement, chapitre 20, immobilisation incorporelle, sauf 204, 14 000 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Chapitre 21, immobilisation corporelle, 212 688 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Chapitre 23, immobilisation en cours, 2500 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Nous allons passer aux opérations d'investissement. 2022-01, passage de l'éclairage public en LED, 19 000 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. 2022-02, extension du cimetière pour 78 000 euros. Qui est contre? Qui s'abstiendrait? Merci.
2022-03, entrée du parking tennis pour 30 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Opération 2022-04, cheminement PMR de la salle Frison Roche pour 4 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. 2022-05, terrassement et assainissement de la salle Frison Roche pour 15 000 €. Qui est contre? Qui s'abstiendrait? Merci. Opération 2022-07, terrain de pétanque pour 3 000 €. Qui serait contre? Qui s'abstient? Merci. Une explication juste, il n'y a pas de 06, c'est normal parce que c'est une opération que nous avons décidé de faire glisser sur l'exercice 2023. Opération 2022-08, mise aux normes électriques pour 36 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. 2022-09, aménagement du CTM pour 20 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Chapitre 10, dotation, fonds divers et réserves. Pour 33 000 € 74 centimes. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Chapitre 16, emprunt et dette assimilée, 167 406 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et chapitre 20, dépenses imprévues, 10 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Pour un total de 644 594 € 74 centimes. En recettes d'investissement. En chapitre 13, en subvention d'investissement, 4 864 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Une petite explication ici. C'est une subvention que nous avons obtenue, Madame Abel a obtenue pour notre projet de stationnement vélo, etc. Dans le cadre de l'appel à projet du budget participatif de la région. Donc, merci pour ça. Chapitre 10, dotation, fonds divers et réserves hors 1068, 240 000 et 3 € et 28 centimes. Qui serait contre? Qui s'abstient? Merci. Chapitre 1068, justement, excédent de la section de fonctionnement pour 376 383 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Chapitre 21, virement de la section de fonctionnement pour 10 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et enfin, chapitre 40, opération d'ordre de transfert entre sections, 94 610 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Pour un total des recettes d'investissement de 725 860 € et 28 centimes. Nous avons adopté le BP par chapitre. Je vous remercie. Nous passons maintenant au point 24, renouvellement du contrat commune-titre. Depuis plusieurs années déjà, la commune participe via un tiers payant au financement de la carte imaginaire, une carte imaginaire qui est déjà très subventionnée par le département. Or, l'année dernière, et c'est encore prolongé cette année, la subvention du département a augmenté. Ce qui fait qu'en fait, la subvention que nous votions en plus aboutissait à une carte gratuite, voire même à une sur-subvention. Donc, ce que nous proposons ce soir, c'est de revenir, conserver en fait la même situation, mais de prendre en compte, de déduire en fait du montant de notre subvention, la subvention nouvelle décidée par le département. Donc, pour les familles, ça ne change rien. La subvention du département a augmenté de 25 €, la nôtre baisse de 25 €. Donc nous vous proposons pour cette année, enfin pour la rentrée scolaire prochaine, de passer la subvention à la carte imaginaire via le tiers payant comme titre à 60 € par carte. Nous conservons le même format, c'est-à-dire qu'il ne s'agit de subventionner que les cartes imaginaires des collégiens du collège de la carte scolaire, c'est-à-dire du 4 arpents. En toute transparence, ça c'est une discussion qu'on a ouverte entre nous à l'occasion de plusieurs bureaux municipaux. On n'a pas été vraiment capable d'imaginer un système meilleur pour l'instant. Donc on prolonge le dispositif et puis nous verrons les années suivantes si on décide d'en revoir le périmètre. Qui serait contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. On va maintenant procéder au vote de tous les tarifs de la commune. Je ne vous cache pas que c'est un petit peu laborieux. Il est possible que l'année suivante, on vote des tarifs sans date butoir, de telle sorte qu'on n'ait pas à les revoter chaque année. Donc ça, on verra ça l'année prochaine. Toujours est-il pour cette année, on garde le même format. Nous n'avons pas
nous ne proposons pas ce soir de modification de tarifs. D'accord? Nous gardons les tarifs des années précédentes. Voilà. Donc commençons par le vote des tarifs des concessions au cimetière et au columbarium pour l'année 2022-2023. Donc les tarifs restent inchangés, je ne les rappelle pas. Qui serait contre? Oui, bien sûr. Donc, reposez la question. Donc pour les tarifs des concessions au cimetière et au columbarium, qui serait contre? Un contre? 5 contre? Donc 5 contre, qui s'abtiendrait? Merci. Vote des tarifs péri-extrascolaires. Même chose, nous avons gardé. Non. Attendez, dans l'ordre du. Oui, effectivement, petits encaissements. Alors. Oui, délibération 34, vote des tarifs de petits encaissements. Pareil, les tarifs sont restés inchangés. Qui serait contre le vote de ces tarifs? Qui s'abstiendrait? Merci. Les tarifs péri-extrascolaires, comme je disais, qui restent au niveau de ce qui avait été voté l'année dernière. Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Merci. Le tarif du CLAGE. Alors le CLAGE qui s'appelle QJ, mais qui reste le CLAGE pour tous nos documents administratifs. Même chose, nous conservons le même système que l'année dernière, donc une adhésion de 50 € et une participation de 50% aux différentes activités. Qui serait contre? 5 contre, qui s'abtiendrait? Qui est pour? Oui, excusez-moi, j'ai dit qu'on ne parlait plus qui était pour. Ensuite, non, j'ai demandé qui était pour, alors que j'avais dit que je ne demanderais plus qui était pour. Vote du tarif de l'accueil post-études. Donc vous l'avez compris, hein, l'objet de cette délibération, c'est de ne pas faire payer 2 fois le goûter aux enfants qui fréquentent l'étude et le centre de loisirs après leur étude. Donc qui serait contre? Oui. Excusez-moi. Quel est le coût de l'étude actuellement, s'il vous plaît? Vous pouvez répondre, M. Cassodan? C'est la des écoles qui prend en charge, je présume? Non, le coût de l'étude est à 17 € par séance et par trimestre. 17 € pardon, pour une séance par semaine sur un trimestre. D'accord. C'est une séance par semaine. Ah, vous pouvez vous inscrire à 4 séances par semaine, mais forcément vous payerez 4 fois 17 €. Non, la séance coûte donc 17 €. Non. 17 € pour l'ensemble des séances sur un Voilà, trimestre. D'accord, ok. Oui, ok, merci. Donc là, pour le tarif post-études, qui serait contre? Donc qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Merci. Et enfin, vote des tarifs culture et loisirs adultes. Pareil, les tarifs restent inchangés. Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Merci. Voilà. Et je n'ai pas reçu de question écrite. Il est 22h13 et je déclare le conseil municipal clos. Merci.